Salut YouTube, aujourd'hui on fait la visite de l'exposition virtuelle consacrée à Boccioni, un artiste futuriste. Donc c'est une exposition qui a été en fait réalisée par le Museo del Novecento en partenariat avec Google Arts and Culture, si j'ai bien compris le truc. Enfin, j'ai pas vraiment énormément regardé, hein, vous connaissez le principe. L'exposition, pour moi, le but, c'est de la faire ensemble. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que que tout soit dans un seul sens, pas un sens, on va dire, tu vois, classique, le prof et élève, tu vois, mais plutôt que l'idée, c'est de voir ensemble les choses parce que, enfin voilà, moi, mon but, c'est aussi d'apprendre des choses, de découvrir des choses et en gros, de découvrir tous ensemble les choses. Ça a l'air très intéressant, je vais me plaire ici en apprenant plein de choses. Mais oui, c'est le but. Et vraiment, pour moi, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que tout le monde y prenne du plaisir, quoi. C'est que on soit pas dans une dynamique élitiste avec des mots beaucoup trop compliqués qui ont pour but de mettre les gens sur le côté de la route. C'est de vraiment d'être tous ensemble et d'apprendre des choses sympas et de voir des belles choses. Parce que je pense que ça, c'est hyper important. L'intérêt pour moi du numérique, quand tu es dans l'art, c'est d'avoir notamment des œuvres photographiées en haute qualité et de pouvoir les approcher finalement de très près. Ok, ça reste du virtuel, mais quand tu es dans un musée, tu n'as pas la même attitude, tu n'as pas la même manière de faire, d'agir. Tu es plus dans quelque chose de global. C'est rare que tu sois collé à l'œuvre parce que déjà, il y a une distance de sécurité, tu as les alarmes et tout. Et en plus, tu as les gens qui te poussent. Voilà. C'est cruel à musée. Donc là, au moins, il y a le temps, il y a le détail. Et ça, c'est ce que j'aime avec le numérique. Enfin, pour moi, la force du numérique, il est là. Sauf les gens bannis, bien entendu. Mais attends, banni, tu peux quand même regarder. C'est juste que tu te la fermes, en fait. On te la fait fermer. Mais fondamentalement, voilà. Non mais oh, hein, voilà. Puis c'est pas moi qui ai commencé, hein. Terrible. Non mais au moins, ça me rappelle qu'il faut être au taquet. Parce que y a des fois, tu t'en prends mais plein la tronche. Donc parfois, t'es au taquet, donc c'est bien. Et là, j'étais pas en mode démarrage instantané. Alors, donc, la collection du Museo del Novecento permet aux visiteurs de saisir pleinement le parcours artistique du plus grand représentant du futurisme primitif. Des peintures toujours dans une veine divisionniste comme la Signora Virginia, Madame Virginia, jusqu'à des exemples bien connus et plus représentatifs de l'expérience abstraite comme la sculpture Forme uniche della continuità nello spazio. Formes uniques de continuité dans l'espace. Ok. Alors, donc rien que là, tu vois, c'est un petit peu la veine divisionniste, machin, c'est un peu complexe, je trouve. Alors attends, qu'est-ce qu'on a de beau ? Mais on va voir tout ça ensemble. C'est surtout que ces gens, mec, peut-être, se croient drôles et tellement subversifs. Bah après, il m'a eu, donc il a le droit de se marrer. Enfin, après, voilà. En fait, bref. T'as très bien résumé le truc. Ouais, voilà. En fait, limite, je préfère les trucs comme ça que les trucs fachos, nazis et compagnie, tu vois. C'est... À la limite, ça me dérange moins. Voilà. Oh, trop mignon ce portrait. C'est de Boccioni, ça, d'accord. 1905. Ok. Attends, je regarde un petit peu le site. Oh, mais il est incroyable, ce portrait. Donc là, ce que vous avez là à l'écran, après, Boccioni ne fera plus du tout de ça, hein, de cette manière de faire, on va dire, réaliste dans le sens, là tu reconnais un personnage, tu vois, cette dame, tu la croiserais dans la rue, tu diras, bah tiens, c'est Madame Signora, voilà, tu y arriverais. Mais oui, il est super joli. Alors, attends, je remonte là avec son petit chien, on dirait un renard, qui est en train, voilà, de... Puis tu vois la sympathie du personnage, enfin là, t'as qu'une envie avec cette dame, c'est de lui proposer un petit thé, quoi, tranquille. Enfin... Mais ça, en tout cas, voilà, ça c'est un style que Boccioni va complètement laisser de côté après. Donc ça, voilà, ça, ce sont les premières années, hein, le début de Boccioni. Et Boccioni, ce qui est rigolo,
c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de formation artistique à la base. Il est plus formation technique. Je ne sais plus quelle école il a faite, mais il a vraiment une formation genre école polytechnique, tu vois. Il a une formation vraiment je crois, limite ingénieur, quoi. Et il s'est formé petit à petit. Attends, je vois si la musique n'est pas un peu trop forte, je passe un petit peu. Voilà. Calmez-vous les choristes. Et en fait, c'est quelqu'un de très curieux et qui s'est formé un petit peu au fur et à mesure. Bon, il a dû faire partie d'un atelier ou un truc comme ça, bon, je sais plus exactement. Je crois qu'il a été formé par un affichiste. Enfin, tu sais, les gens qui font les affiches. Donc, tu vois, une manière de créer hyper visuel dans le sens avec des contrastes forts, tu vois, un message qui doit passer assez fort. Donc, visiblement, ça ressemble à une sorte de craie, un fusain, tu vois. Et en gros, voilà, il a plus une formation comme ça, d'artiste. Et là encore, il n'a pas été... Ouais, parce qu'il a été... Donc là, ce tableau, c'est 1905, tu vois. Et en 1905, on est dans les années en Europe. 1905-1910, c'est une période hyper importante dans le monde de l'art parce que c'est une période où en Europe, on se pose plein de questions. En gros, pour te situer, on est après les impressionnistes, ok ? On est après les post-impressionnistes. Enfin, on commence à aller vers la fin de tout ça et on entre dans une nouvelle ère qui est le XXe siècle et avec d'autres questionnements. Et donc, en gros, on a quand même des grands noms dans la tête à ce moment-là. On est là, les artistes qui sont là, c'est les générations après Gauguin, après Cézanne. Cézanne vient... Attends, il est mort il est déjà mort là, je crois. Je crois que Cézanne il est mort en 1905 et il a eu... il y a surtout une date que je retiens pour Cézanne. C'est 1907. 1907, c'est une date hyper importante dans le monde de l'art. Ça peut paraître tout con. Mais en fait, 1907, t'as une exposition qui est consacrée à Cézanne. Donc il est mort il n'y a pas longtemps. Et on se dit, tiens, on vient de perdre quelqu'un d'hyper important dans le monde de l'art. Donc il va y avoir une exposition sur toutes les œuvres de Cézanne. Donc à l'époque, c'était un monstre. C'était un monstre sacré, un peu comme Monet. Et t'as toutes ces nouvelles générations qui vont voir cette expo-là. Genre t'as Picasso, t'as Braque, tu as Boccioni. Tout le monde y va. Enfin, c'est the place to be, tu vois, il faut y être. C'est le moment incontournable du monde de l'art à ce moment-là. Et tout le monde y va. Et ça va, mais complètement bouleverser, en fait, la vision des artistes. C'était en 1907. Et 1907, ça va vraiment être cette année phare pour le monde de l'art où tu vas avoir, voilà, ils vont tous avoir une claque dans la gueule. Genre Picasso, il va se dire, waouh, ok, ok. c'est vraiment un moment hyper important parce que Cézanne, vers la fin, il commençait à partir sur une manière de déconstruction du motif. Attends, j'essaie de te montrer 2-3 trucs à ce sujet pour que tu comprennes un peu comment ça peut influencer certains artistes. Et ça a une très grande importance pour les autres. Merci Wikipédia. Attends, mais je vais aller sur Wikipédia. Wikipédia, très pratique comme site internet, comme encyclopédie en ligne. Alors, surtout que je te montre... donc c'est plus vers la fin, c'est plus représentatif. Les natures mortes. Alors... Non, on va plutôt prendre... Voilà, ouais, ça c'est nickel. Voilà, tu vois, Cézanne à la fin, c'est... Donc là, je crois qu'il est mort de mémoire un an après. Tu vois, là, tu as la montagne Sainte-Victoire, donc un motif qu'il a vraiment aimé faire. Et tu vois, là, on devine la montagne. On n'est pas dans de l'abstraction. On sent la montagne, on voit les petites maisons, la forêt, etc. Et en fait, tu sens que le motif, il est petit à petit déconstruit. Il est de plus en plus réduit
à une forme simple. Donc c'est ce qu'il va essayer c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de déconstruire le motif pour en donner l'essence la plus évidente, quoi. Et ça, quand t'as quelqu'un comme Picasso, comme Braque, Boccioni, enfin des gens comme ça, ils vont se dire, ok, Matisse aussi, tu vois, des gens qui vont se dire, là, il faut aller encore plus loin que ça. Là, il a trouvé un truc, nous, on doit pousser plus loin. On est la génération qui va pousser plus loin que ça. Ils en ont pleinement conscience et ils vont pousser à fond. Et tu vois, même pas quelques années après, tu as les Demoiselles d'Avignon de Picasso, tu as aussi dans le cubisme qui apparaît, le futurisme, etc. Donc la graine qui va faire vraiment, qui va donner ces autres courants, c'est Cézanne en fait. J'aime bien ce genre de style-là, tant que ce n'est pas poussé à l'extrême non plus. Comme l'impressionnisme, ça va. Ouais, toi, t'es plutôt fin 19e, quoi. Enfin, il y a encore, là, on est tout début 20e, Cézanne, ouais. Ouais, hop. Donc voilà, donc là, il y a l'avant 1907 pour de Boccioni, puis après, il y aura l'après 1907. Voilà. Rien que là, tu vois la différence. On est... cette œuvre-là... c'est ce qu'il disait plus tôt, là. C'est la figure en mouvement. C'est un homme en mouvement, en fait. Il a dû commencer à travailler dessus en 1910 de mémoire, mais en tout cas, le premier essai en sculpture comme ça, c'est 1912, si je ne me trompe pas. Mais tu vois, on est vraiment sur de la déconstruction de la forme. Mais pour autant, de nouveau, c'est pas de l'abstraction. On reste dans des choses qui sont en train de représenter quelque chose, donc dans du figuratif. Best époque ever. C'est un parti pris, ça. Ah voilà, c'est ça. Donc forme continue dans l'espace. Donc 1913. Celle-là, c'est un bronze qui a été fait en 1913 pour celui-là. Attends, si on clique dessus, ça fait quoi? Ah d'accord. Ok. Et donc, hop, ça, tu vois. Ah, je sais pas si on... Ah, dommage, là, ça aurait été pas mal, tu vois, qu'il y ait en 3D, tu vois, qu'on puisse voir, qu'on puisse tourner autour. Et là, vraiment, j'insiste sur le côté que c'est pas du tout de l'abstrait, c'est vraiment du figuratif. Là, en fait, c'est un homme qui marche. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y avait des peintres ou des artistes dans la famille de Boccioni ou pas du tout? Oh, je sais plus. C'est une très bonne question. Attends, on peut peut-être aller voir. Parce que ça arrive, tu vois, c'est fréquent que des Boccioni. Ça arrive qu'ils aient des. Oh putain, cette tête. Alors lui, il aurait eu un compte Insta, il aurait vraiment fait fureur. Alors, je regarde, parce que je suis pas sûre qu'il avait un. Je sais même pas s'il a un frère ou... Enfin, frère et sœur, tu vois. Ah voilà, il apprend la peinture à Rome et il gagne d'abord sa vie en peignant des pancartes et signaux. Ouais, voilà, donc en fait, il a d'abord appris avec ce que je disais plutôt un affichiste, vraiment. Donc en gros, il a fait des pancartes, quoi. Non, j'ai pas l'impression. Après, tu me diras, l'idée, c'est pas non plus de se focaliser que sur Wikipédia. Tout n'est pas dedans, mais en général, tout ce qui est famille, ils le disent. Après, c'est peut-être pas l'artiste le plus connu en côté français. Ouais. Ben, je sais pas. Là, sincèrement... Attends, t'imagines? Frère. Attends, fratrie. Boccioni. On ne sait jamais, Non, ça c'est un... Non, à mon avis, non. Non. Ça, c'était un collègue. Ça se trouve, il était fils unique. Et puis, de mémoire, ses parents n'étaient pas artistes, de mémoire. Ouais. Il est là. Donc, et du coup, tu vois, là, donc tu reconnais, on a un personnage qui est en train de marcher.
Et je trouve que c'est une œuvre qui est cool parce qu'elle permet de bien comprendre c'est quoi le futurisme. Parce que là, on a commencé à parler de Boccioni, on n'a même pas évoqué finalement le futurisme. Le futurisme, et c'est pour ça aussi que je te parlais de Cézanne. Donc, quand des gens comme Picasso, comme Braque, vont s'intéresser à pousser plus loin ce qu'a fait Cézanne pour complètement déconstruire le motif, en gros, imagine un truc, tu prends un cube, tu vois, et Picasso et Braque, ils vont se dire, on va déconstruire le motif et le plaquer sur une surface. Donc en gros, c'est comme si tu avais toutes les faces du cube, en fait, visibles, sur la toile. Voilà. Donc en gros, leur but, c'est vraiment d'éclater la forme et de la poser sur la toile. Donc eux, ils vont se dire, tiens, on va déconstruire mentalement et artistiquement le motif. T'as d'autres artistes, d'autres courants, comme le futurisme et comme le fauvisme, ils vont se dire, nous, en fait, on pense que la meilleure manière de traduire le motif, c'est à travers la couleur, le dynamisme et le mouvement. Donc notamment la couleur qui va être très très expressive, c'est plus les fauves, genre Matisse. Par contre, en Italie, tu vas avoir Boccioni qui notamment va dire non, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le dynamisme, la couleur et la vitesse. Et ça, ça c'est le futurisme. On est dans les années 1910 et c'est spécifique à l'Italie. Le futurisme, c'est italien de base. C'est vraiment le courant qui est propre à l'Italie. Et eux, ils vont aller dans une certaine direction parce qu'en fait, ils en ont marre de ce qui se passe chez eux. Donc, on est en Italie, juste avant la Première Guerre. Donc, Italie, avec tout ce que ça implique derrière d'incroyable et de sacré, l'Antiquité, la Renaissance. Et les artistes futuristes, en gros, ils en ont plein le huc. Ils en ont marre qu'on dise « Ouais, l'Italie, c'est beau, c'est sacré, c'est incroyable, c'est quelle stabilité, les ruines, machin. » Eux, ils en ont mais plus rien à foutre de tout ça. Ils disent « Non, ça, c'est pas l'avenir, quoi. Ça, c'est le passé. » Et donc, en gros, le passé, c'est derrière nous, c'est gentil, mais on va aller de l'avant. Et l'art, ça doit pas être ça, en fait. L'art, c'est pas l'Antiquité. Donc, on doit aller plus loin. On doit réfléchir autrement à ce qu'est l'art et le conceptualiser autrement. Et surtout que dans les années, au début du 20e, t'as plein de machines. T'as la voiture, t'as l'avion. Il y a vraiment beaucoup de choses de technologies qui s'améliorent, qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus résistantes. Donc eux, t'imagines, ils ont des... pas tout à coup non plus, mais... On a des machines qui peuvent faire plein de choses. Et eux, forcément, ils sont en admiration devant ça. On a en plus l'admiration technologique comme la photo, le film et tout ça. Donc forcément, avec un travail de division de l'image, tu vois. Donc c'est assez hallucinant. Alors, est-ce que le futurisme est un mouvement qui s'est bien exporté en Europe ou dans le monde, ou ça s'est juste cantonné en Italie ? Non, ça s'est exporté. Ça s'est exporté en France. Il y a eu des contacts notamment avec les artistes cubistes d'ailleurs qui ont fait des... t'as des artistes comme Duchamp. Duchamp, il a une phase, ce qu'on appelle le cubo-futurisme. Donc en gros, il va mélanger le cubisme et le futurisme. En Angleterre, t'as plusieurs artistes anglais qui vont être passionnés par les mêmes valeurs que les futuristes italiens, et ils vont aussi... et très rapidement... Là, pareil, on a une époque où l'information, elle se passe hyper facilement. Donc pas comme aujourd'hui où tu t'envoies limite un SMS, c'est bon, quoi, tu l'as direct. Mais le fait de diffuser les revues, le cinéma, etc., ça diffuse beaucoup d'idées, ça diffuse beaucoup de choses. Et surtout les revues. Il y a beaucoup de revues artistiques qui se mettent en place et qui transitent dans toute l'Europe, en fait. Vraiment, et ça, on se passe ces idées comme ça. C'est pour ça qu'ils étaient tous là à l'expo sur Cézanne. Ils ont dit, il faut absolument venir. Et du coup,
les futuristes, donc notamment Boccioni, c'est vrai que c'est le représentant le plus important, tu vois. C'est comme si tu penses impressionnisme, tu penses à Monet. Voilà. T'as des noms comme ça, c'est les sortes de chefs de file, ils vont vraiment incarner le plus. Hein. Et Boccioni, lui, va être en admiration sur les innovations technologiques, la vitesse. Et pour lui, représenter un homme, et aussi tout ce qu'il va avoir dans sa tête, donc ses états d'âme, tu vois. En gros, on s'en fout de la représentation du visage. On se fiche de il est triste donc il fait ça. Voilà. Lui, par exemple, la tristesse va plutôt s'incarner dans une forme d'inertie, tu vois, de lenteur, de lignes qui tombent. Alors que quelqu'un qui est motivé, qui est hyper joasse, il va le mettre en action. Voilà, donc il va vraiment il va utiliser le mouvement pour montrer comment quelqu'un va en gros dans sa tête, ou représenter quelqu'un qui va incarner notamment la joie, etc. Et aussi parce que pour lui, scientifiquement, c'est hyper intéressant. On a plein de travaux à l'époque de photos où on a un... Attends, comment ça s'appelle ? On l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Marais, je crois. Attends, hop. Alors... Non, je veux le photo... C'est un photographe. C'est Étienne Jules Marais, je crois. Un nom comme ça. C'est pas ça. Ouais, voilà. Voilà. Et Étienne Jules Marais, par exemple... Allez, vas-y. Juste te montrer. Voilà, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à... Ouais, ok. Donc, enfin, tu le vois un peu, mais voilà, je vois. Qui va s'intéresser à filmer le mouvement, à prendre en photo le mouvement aussi, que ce soit les hommes, les animaux, quelqu'un qui est en train de faire un saut en hauteur, il va s'amuser, en fait, c'est son boulot aussi de scientifique, ça le passionne, de vraiment prendre le mouvement en photo. Et évidemment, les futuristes, ils vont voir ça, mais ils vont adorer. Voilà. Je ne connaissais pas du tout cette partie de l'art, je suis très contente de la découvrir. Je suis très contente aussi. Ça me fait plaisir ce que tu dis. On dirait un carrousel animé. Mais oui, grave. Complètement. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Ah, voilà. Voilà. Tu vois, par exemple, pareil, il va faire des photos avec, comme ça, la manière dont le mouvement va se décliner. Et ça, voilà. Ça, les futuristes, forcément, ils vont dire, c'est fantastique. Hop. Donc les états d'âme, ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, d'ailleurs ? Oh là là. Beaucoup de choses. Alors, donc oui, il y en a eu plusieurs. Donc il a présenté ça voilà, tu vois là, en 1913, il a présenté cette œuvre-là à Paris. Donc ils se parlent facilement entre eux. Hein. Alors, attends, je rêve. Il n'a pas résulté, machin. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment l'histoire en fait de la sculpture, des différentes éditions. Parce que en général, tu fais une sculpture en bronze, tu as plusieurs éditions. C'est pour ça que il y a marqué 1913, 1931, ce que tu vas éditer en plusieurs, voilà. Donc oui, en gros, voilà l'idée. Qu'est-ce qu'ils disent de cette œuvre ? Ah, voilà, cette œuvre dans laquelle ces théories sur le dynamisme plastique ont été interprétées avec une capacité magistrale de synthèse et équilibre. Ouais. Alors, le thème du mouvement relatif d'un corps humain dans l'espace. Très bien. Voilà, montre un éloignement progressif. Ah, donc là, il s'éloigne un peu de ça. Donc là, on a une version qui s'éloigne un peu de la pure description. Tu sais, voilà. Oui, et là, lui, il s'approche de l'abstraction. Ouais, on est encore loin de l'abstraction, là, moi, je trouve. Mais on reconnaît un bonhomme. Mais bon, bref. Boccioni a cherché à traduire les concepts exposés dans l'article Fondamento Plastico della Scultura e Pittura Futurista. Donc ça, en fait, il s'agit du titre du manifeste. C'est un mouvement qui a duré longtemps. Non, pas trop. Pas trop. Et pareil, c'est une pure question.
Alors, globalement, bon, il y en a eu après, forcément, parce que rien qu'au début, il parlait de futurisme primitif, ce qui est un terme un petit peu, mais bon, voilà. Mais l'âge d'or de ce courant, c'est jusqu'en 1914, quoi. La guerre, ça va avoir une incidence dramatique chez les futuristes, parce que la plupart, en fait, vont mourir sur le champ de bataille où ils vont en revenir traumatisés. Voilà, comme de nombreuses personnes, enfin comme toutes les personnes. Voilà. Il n'y a que des bonnes questions sur ce chat, mais oui, mais tout à fait, c'est un chat de top qualité. Ah oui, la guerre, j'y ai pas pensé. Après, pas forcément, parce que t'as des... En fait, la guerre n'a pas toujours une incidence sur les artistes, parce que t'en as qui ne partent pas à la guerre. Après 14-18, il y en a pas mal qui sont partis à la guerre quand même. Mais pour un truc tout simple, et là, c'est un des points un petit peu bizarres, et en même temps qui se comprend aussi. Vous allez voir, c'est un peu bizarre. Les futuristes, ils sont nationalistes. Hein. C'est-à-dire que pour eux, l'Italie, en l'occurrence, doit se réinventer. Elle doit foutre un grand coup de balai sur les ruines. Pour eux, ça doit partir à la poubelle, tout ça, et recréer la patrie. Recréer vraiment ce qui définit la grandeur italienne. Et du coup, ils sont passionnés par les technologies, ils sont passionnés par tout ce qui va créer du dynamisme du mouvement, et même la violence, en fait. Ils sont pour la violence. Ils sont... c'est pas non plus de l'anarchie, hein, mais ils sont vraiment pour un grand coup de balai dans le pays, quitte à ce que ce soit la guerre qu'ils fassent. Hein. Voilà, donc ce qui est très dur, hein, ce que je dis, voilà, c'est juste que les futuristes, il y en a plusieurs qui ont été au combat. Hein. Et je me demande même si Boccioni n'est pas mort au combat. Attends. En 1916. Attends, il est décédé quand ? Voilà. Il est mort à Vérone en 1916 à la suite d'une chute de cheval alors qu'il s'était engagé pour défendre sa patrie. Bon, c'est un peu un parti pris là. Mais en tout cas, il est mort à la guerre. La plupart d'entre eux sont partis de leur plein gré à la guerre parce que pour eux, il fallait faire un grand coup de ménage, il fallait un monde nouveau avec limite tout exploser pour tout reconstruire. Mais la guerre a toujours un impact sur la société. Est-ce que cet impact sur la société peut affecter un mouvement artistique ? Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que, en fait, tu vois, à la même époque, tu as un autre courant artistique qui s'appelle Dada. Pour eux, la guerre, c'était de la daube. Pour eux, c'était hors de question de dire attendez, on va pas tuer les... Enfin, c'est wow, calmez-vous, quoi. Donc eux, Dada, ils sont partis, en fait. Enfin, c'est même là où ils se sont créés, c'est en partant. Et en gros, c'est plusieurs artistes qui sont partis se réfugier à Zurich et ils ont créé leur groupe Dada. Donc là, oui, c'est une influence forcément, comme tu dis. C'est un impact de la guerre sur eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient déjà dans... ouais, non. Si, t'as quelque part... Parce qu'il n'y aurait pas eu la guerre, ils se seraient peut-être jamais retrouvés tous pour créer Dada. Donc ouais, effectivement. Attends, la guerre a toujours un impact sur la société. Donc en fait, ça peut l'affecter dans les motifs, dans les valeurs du groupe. Et bon, là, quand ils disparaissent, quoi. Et pareil, après la guerre, tu vas avoir donc cette période très importante, et pour ça aujourd'hui tu as beaucoup de comparaisons sur cette période et ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire la période entre les deux guerres mondiales, qui est une période à la fois de très grande jouissance de la vie et en même temps de très grande pauvreté et précarité, avec tout le retour des gueules cassées qui deviennent SDF parce qu'on s'en occupe pas, on s'en fout complètement, on les laisse de côté. Enfin, ceux qui reviennent de la guerre. Et là-dedans, tu avais notamment des artistes qui ont été complètement traumatisés quand ils sont revenus vivants, parce qu'ils ne sont pas tous revenus vivants. Et tu en as d'autres qui ont vu cette société complètement... cette entre-deux-guerres qui était complètement... une ambiance particulière, quoi. Encore une fois, il faut imaginer...
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aime bien la comparer avec ce qu'on vit actuellement, cette période d'entre-deux où tu vois la montée du fascisme, où tu vois des choses assez dures, et en même temps, l'autre côté, qui est des trucs complètement hallucinants, des grandes fêtes, des trucs hyper mondains. Enfin, eux, ils voient ça, et donc oui, forcément. En fait, la société, elle a un impact, de manière générale, sur les artistes. Donc après, qu'il s'agisse d'une guerre, de post-guerre ou avant-guerre, enfin, ils le sentent, tu vois, en général. Alors, l'entre-deux-guerres avec les années folles, mais aussi la reconstruction et les impacts directs de la destruction de la guerre et toutes ses conséquences. Tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, effectivement, ça a souvent une... Et il y a des artistes, c'est impressionnant, tu les vois, quand ils créent avant et après la guerre, voilà. Enfin, surtout que ces deux guerres-là, ce sont des guerres en Occident qu'on a vraiment connues sur le terrain, sur le... Voilà. Je dis pas qu'aujourd'hui les guerres, on ne les connaît plus sur le terrain, c'est juste que aujourd'hui les guerres, d'un point de vue militaire, j'entends, c'est du métier, voilà. Alors qu'à l'époque, on recrutait tout le monde. Enfin, on forçait les gens à aller sur le terrain, sauf les gens qui voulaient vraiment venir, voilà, comme les futuristes. Donc forcément, c'est pas du tout une armée de métier à ce moment-là. Donc c'est des gens qui se retrouvent à devoir tuer ou être tués, alors qu'ils sont, voilà, ils sont pas du tout, pas du tout formés à ça en fait, à l'origine. Donc, j'étais sur le manifeste. Et du coup, voilà, donc nationalistes qui sont vraiment pour la reconstruction totale notamment de leur pays, quitte à bousiller toutes les ruines, etc. Et une bonne partie d'entre eux sont décédés donc pendant la guerre. Donc c'est pour ça, finalement, c'est un courant artistique qui dure à peine 5 ans, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'en 5 ans, ils ont été hyper productifs. C'est même incroyable là-dessus. En 5 ans, ils ont fait énormément de choses. Mais c'est l'époque qui voulait ça aussi. Hein. Le début du XXe siècle était super ouvert à ces formes de modernité artistique. Et ça, donc, Fondamento Plastico della Scultura e Pittura Futurista, c'est le manifeste. Hein. Donc, à cette époque-là, les courants artistiques se créent grâce à plusieurs personnes et ils aiment bien créer des textes fédérateurs et en gros pour dire voilà, nous on va faire comme ça et ça ce sont nos valeurs. Donc ça permet aux autres d'adhérer ou pas à leur truc. Est-ce que tu penses que sans la guerre, le mouvement aurait pu durer plus longtemps ? Je pense, ouais. Parce que il y a eu un autre futurisme qui... D'ailleurs, attends, il parle de... le futurisme, c'est plus tardif. Voilà, donc t'en as eu jusque 1924. Donc en fait, l'entre-deux-guerres. Hein. Mais bon. Attends. Ouais. Et en même temps, je suis pas sûre que le futurisme aurait survécu à la Seconde Guerre. Enfin, au final, tu vois, j'ai l'impression que le futurisme annonce cette période d'entre-deux-guerres que l'Italie et tous les autres pays d'Europe vont vivre, hein, cette montée du fascisme et tout ça. Mais globalement, la montée du nationalisme dans chaque pays, hein, parce que chaque pays a vécu ça, hein, quelque part. Mais après la Seconde Guerre, à mon avis, ça aurait pas pu, quoi. Enfin, c'est plus dans l'air du temps, après la Seconde Guerre. Enfin, on n'est plus dans cette dynamique nationaliste. Donc, c'est comme ça que moi je l'analyse, en tout cas.
Donc pas au-delà de... Bah ouais, pas au-delà de 45, quoi. Alors... Alors, cet article soutenait qu'il fallait substituer aux formes définies une continuité du médium. Ouais. Dans l'élaboration de ces notions sur le dynamisme et dans son choix de revenir au nu masculin... Ouais. Alors là, je trouve que ça devient un petit peu complexe, là. Enfin, c'est marrant parce que là, c'est un bout de texte que je trouve assez complexe. Ouais, ok. Attends, du coup, comment on revient ? Voilà, comme ça. Ah, Umberto Boccioni et le futurisme. Alors, Boccioni, né à Reggio de Calabre en 1882, est arrivé à Milan en 1908 après avoir vécu à Padoue et à Venise et étudié dans l'atelier de Giacomo Balla. Ah, mais Balla, c'est pas un sculpteur ? Ah non, attends. Parce que Balla, Severini et Sironi, ce sont les artistes futuristes. Hein. Donc en gros, il a été... D'accord, c'est eux qui ont formé Boccioni, ok. Alors, c'est dans la capitale de la Lombardie, plaque tournante de la modernité et du développement économique de l'Italie du début du XXe siècle, que Boccioni rencontre Filippo Tommaso Marinetti. Donc c'est Marinetti qui a fait le manifeste du futurisme. En 1910, ensemble, ils contribuent à l'offensive contre le traditionnisme culturel en rejoignant le mouvement futuriste. Bon, ils sont même les fondateurs. Hein. Aux côtés de Carlo Carrà, Luigi Russolo et de Gino Severini, Boccioni a signé le Manifeste des peintres futuristes et le Manifeste technique de la peinture futuriste en 1910. Un peintre-sculpteur, je crois. Ouais, et ça leur arrive souvent de s'y connaître un petit peu. Enfin, t'as des peintres qui restent peintres, enfin, qui ne font que de la peinture, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, il y en a d'autres qui font les deux. Ce que je me rappelais de Balla, je me rappelais surtout de ses sculptures, en fait. Et par contre, futuriste, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont plein de manifestes. Il y a rarement eu un courant avec autant de manifestes. Hein. Il y en a plus d'une vingtaine. T'as manifeste de la musique futuriste, manifeste de la sculpture futuriste, hein, logique. Le manifeste de la cuisine futuriste. Donc, en gros, pour eux, l'art doit être total. Et ça concerne tout, quoi. Même la cuisine doit être un art, quoi. Alors ça, c'est ces états d'âme, ça. Alors, donc un triptyque créé en 1911. Donc un triptyque, en fait, c'est quand tu as trois. Faut imaginer que tu as un panneau central et deux panneaux latéraux, quoi. Donc à gauche et à droite. Alors, il aborde un sujet cher aux artistes de cette période en utilisant un style qui trahit encore les influences divisionnistes dans son utilisation de la couleur. Donc en gros, c'est pour dire que y a peu de mélange fait pour la toile. En gros, les couleurs sont laissées telles quelles et c'est ton cerveau qui fait le mélange dans la tête, quoi. Mais il ne fera pas le mélange directement sur la toile. Voilà. Et donc voilà, ça justement, là c'est pour te montrer les états d'âme de quelqu'un ou d'une foule. Parce qu'ils aiment bien montrer aussi le mouvement des foules. Alors, est-ce que le futurisme est l'un des mouvements le plus engagés ou d'autres mouvements ont été plus engagés dans leurs idées ? Le futurisme pour le côté nationaliste, donc en gros, voilà. Et de l'autre côté, comme je te disais un peu plus tôt, t'as Dada qui va être hyper opposé à la guerre, quoi. Son art, en gros, l'art de Dada, ça veut dire à quel point tout ça, mais rêvez-vous, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, Dada, leur credo, tout ça, c'est du n'importe quoi. Ils vont être dans cet état d'esprit-là. Que l'art ne doit pas servir à servir la soupe à la guerre ou aux idées nationalistes, mais que ça doit pas forcément servir à quelque chose, en fait, l'art, et que ça doit défendre d'autres choses. Mais en tout cas, ce futurisme est très engagé politiquement, mais tous, en fait, hein, le surréalisme, en fait, si tu veux, Dada, et si on peut dire le papa, quelque part, c'est le courant papa du surréalisme. Donc, parce que le surréalisme apparaît un peu plus tard en France, mais on retrouve cette notion de
Mais c'est n'importe quoi. Enfin, en gros, complètement opposés à la guerre. Et pour dire, les surréalistes, ils sont tous communistes. Hein. Ils sont complètement opposés. Enfin, tous. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui l'étaient pas, mais globalement, ils étaient tous partis du PCF, quoi. Ils revendiquaient clairement leur adhésion au Parti communiste. Enfin, ils se définissaient comme communistes. Parce que pour eux, la guerre, c'était vraiment... mais là, en plus, on est dans les époques 1930, où, les années 30, le communisme est il est puissant en France à ce moment-là. C'est pour ça qu'en 36, tu vas avoir notamment les congés payés, ces grandes grèves pacifistes où on va avoir vraiment beaucoup d'avancées sociales. Mais voilà, il y a un noyau fort où là, le communiste était très très puissant en fait, sur la scène politique. Alors, j'ai jamais trop aimé le surréalisme. Mais alors, c'est des égos, c'est des individualités particulières. André Breton, Dali, voilà. Tu sens qu'ils s'aiment, qu'ils s'adorent. Voilà. Mais quand tu mets ça de côté, leur ego complètement hallucinant, il y a des réflexions, où il y a un questionnement sur l'art, sur son rôle dans la société qui est hyper intéressant. Et aussi à la fois donc cet engagement politique, parce que voilà, encore une fois, le surréalisme, c'est pas que des choses en lien avec le rêve, machin, complètement, voilà. Non, il y a quelque chose de très politique dans ce qu'ils font aussi. Mais je trouve ça intéressant de ce qu'ils ont fait autour de la manière dont l'esprit humain peut faire des choses merveilleuses, effrayantes. Enfin, voilà. Je trouve que leur raisonnement il est super intéressant. Après, parfois, t'as des trucs malaisants. Chez Surréaliste, toi, tu fais ouf. Mais au moins, ils font leur boulot, ils nous font réfléchir. Et ça, j'aime bien. Donc, ouais. Et là, ça permet un peu de rejoindre aussi cette notion cette importance de l'esprit, parce que les futuristes, c'est pas juste j'aime bien représenter la vitesse, donc je vais te peindre une voiture boum boum, quoi. Comme je disais un peu plus tôt, il y a aussi cette envie de transcrire les états d'âme, de dire de montrer à quel point une âme peut être tourmentée, et ça, ils vont utiliser la ligne, la courbe, les couleurs pour montrer tout ça. Et là, ça sent bien. Là, t'as l'impression qu'il y a des gens qui sont limite au sol, comme si tout ça, c'était un petit peu leur état d'esprit leur pensée, tu vois, qui semble un peu se créer cette sorte d'incroyable tornade de couleurs qui va dans tous les sens. Voilà, je trouve ça assez intéressant tout ça. Dans chaque mouvement, il doit y avoir un aspect politique et le questionnement de l'art dans la société. Enfin, je suppose, je n'y connais rien. Non, mais si, clairement. Un artiste, normalement, c'est pas un mec complètement... Enfin, si, t'en as, mais t'en as qui jouent le jeu. Voilà, ils font semblant. Mais globalement, un artiste retranscrit ce qu'il comprend de son univers, de la société dans laquelle il vit, quoi. Il ou elle vit, enfin, elle vit. Donc forcément... L'artiste, il va donner son point de vue, il va analyser le monde, et parfois il va aussi dire c'est quoi son combat. Et peu importe la tronche de son combat, t'as des gens qui sont complètement cyniques dans leur manière de le faire, t'en as qui sont complètement en apparence ok avec le système pour un petit peu mieux le dénoncer. T'as des artistes qui sont complètement hallucinants, que je trouve... j'aime pas ce qu'ils font visuellement, mais t'as des artistes qui aiment bien se foutre de la gueule des gens qui font le système. Et pourtant, le système se les arrache, ces gens-là. C'est ça qui... Mais normalement, un artiste ne fait pas de l'œuvre comme ça, de l'art complètement... ce serait hypocrite. L'artiste qui te balance des œuvres d'art, non, mais moi, en gros, il n'y a rien de politique, il n'y a rien de ci, il n'y a rien de ça... Ouais, c'est ça. T'es forcément marqué par ton monde. Donc, voilà. T'es forcément, quoi. Ah, voilà. Ça, j'adore. Donc là, tu dis, putain, c'est une bouillie, quoi. C'est une bouillie de pixels.
Et en fait, non, attends, le titre, celui-là, c'est... Alors, ça s'appelle les états d'âme. Donc, de nouveau, c'est un triptyque. Donc, tu as le panneau central, c'est lui. Lui, c'est le panneau de gauche, je crois. Alors, Kili Vano, c'est ceux qui s'en vont. Donc, voilà, tu vas comprendre pourquoi c'est ceux qui s'en vont. Alors, sur ce tableau, j'ai l'impression de voir des yeux et une grande bouche aspirer l'âme des gens à terre. Ah, sur celui-là, plus haut, ou celui-là, là? Le bleu? Il y a du visage. Oui. Tout à fait. Celui avant. Ah, t'avais cru voir des yeux? Ah, c'est rigolo. Là, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une bouche. Mais en fait, là, on est dans une gare, en fait. Et c'est ça qui est rigolo, c'est de se dire, bon, on ne reconnaît pas le train. Hein. En fait, on le sait parce qu'il y a déjà parce qu'il est écrit dessus, et parce qu'il a fait plusieurs fois ce triptyque, en fait. Il l'a fait en très figuratif, et là, c'est quasiment abstrait. Hein. C'est assez hallucinant. Et là, salut Kiz, comment tu vas? Quoi de neuf? Et là, bah, pareil, t'as des visages. Tu vois, là, t'as le visage d'un homme, ou d'une femme, après tout, on ne sait pas. Ici aussi, t'as un visage. T'en as peut-être un autre dans le coin, là. Et tu dis, tiens, c'est bizarre, tu as visage, là, t'as les maisons qui semblent un peu pliées. Voilà, c'est très là, c'est un petit peu comme si le monde était un petit peu... Voilà. Ah, droite aussi. Oui. Bien le wesh. Ouais. Effectivement. Et donc là, en fait, donc, de nouveau, hein, le motif de la gare, c'est un sujet qui plaît beaucoup aux futuristes. Et là, en fait, t'es dans un train. Là, t'es du point de vue du mec qui est soit à l'extérieur du train, soit dans le train, enfin peu importe. Mais en gros, là, t'as l'impression que finalement, c'est un train qui est en mouvement. Et t'as le visage qui regarde la ville qui passe. Et du coup, tout est torsionné, enfin, tout est plié en deux. Et voilà, donc ça, on peut imaginer que c'est la pluie ou le mouvement qui fait ce mouvement-là. Expo virtuelle sur le futurisme, je pensais voir des peintures de voitures volantes, je suis déçue. Et non. Mais ils ont pas des voitures quand même. Non, là on est dans les années 1910. Donc c'est pas maintenant la DeLorean. Voilà. Et tu vois là le trait. Le trait va impliquer une vitesse. Mais j'adore ces emotes. Donc là la faucheuse, elle est un emote qui a été fait par... alors attends, hop, que je me trompe pas. Mais, viens là. Par, hop, Lyokoi, que je remercie énormément pour ces emotes. Et là, tu vois, pareil, là, tu as les états d'âme, donc c'est l'autre panneau, c'est Kelly qui restano, c'est ceux qui restent. J'ai dit quoi? Attends, j'ai dit quoi? J'ai pas dit crasse-tête? Ah merde, j'ai dit conneries du coup. Ah non, mais attends, c'est parce que... Ah bah, pardon. Oui, pas crasse-tête, toutes mes excuses. Non, mais je suis un boulet. Hein. Pardon. Putain, mais la honte, ouais, je sais. Je suis comme ça, moi. Je suis la honte incarnée. Merci. Mais c'est pour tester la faucheuse, voir si ses talents de modération sont toujours... La fille qui se trouve des excuses, tu sais. D'accord, bah ok, bon, autant pour moi, je me suis... Alors. Et du coup, voilà, ceux qui restent. Donc, tu vois le tracé. Et on voit là, tout à fait, on voit plein de silhouettes. Et en fait, ce sont ceux qui restent en gare. Donc, tu vois, avec tout ce que ça implique, la tristesse, tu vois, là, tu sens les gens qui sont restés à quai, peut-être qu'ils ont vu quelqu'un de leur famille partir et tout, et donc leur chéri, leurs parents, enfin, leurs amis, voilà. Donc, il y a ce côté très triste, tu vois, dans la ligne qui plombe, tu vois ce côté-là. Heureusement que je suis là pour rattraper tes bêtises, patronne. Mais grave. Mais grave. Tout à fait. Oh là là, mais c'est fou, quoi. Après Paris,
Alors, attends, il est quelle heure 15. C'est honteux. T'as le droit de te moquer. Tu as le droit, littéralement, de te moquer. Je l'assume. C'est terrible. Je ferai un mea culpa. Toutes mes excuses. Ok. Là, ce que je vais faire... Je vais clip et lui envoyer, ouais. Oh non, arrête. Mais t'es dur. T'es trop dur. Attends, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre. Parce que... Hop. Ok. Je vais faire ici une petite pause. Je vais me chercher un thé vert. Donc on fait une petite pause. Et on se dit, à dans 5 minutes. Je vais juste... Alors attends, je vais juste changer un truc. Hop. Changer le compte à rebours. Salut YouTube. Mais non, mais la suite au prochain épisode YouTube. Allez, à tout de suite. Petite pause.